Alors, donc on va se présenter. On fait partie d'un podcast qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial. Moi je suis Sartman, je suis accompagné de Riley et de Clément. Et donc on anime un podcast sur la série et on explique la série, pourquoi c'est bien, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à voir dans la série, toutes les métaphores, les références. C'est une série très riche. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la série ? Alors, on va faire un rapide résumé, de toute façon on a le temps, on est là. C'est une série donc télévisée créée par Joss Whedon. Joss Whedon, c'est lui. Donc, qui a créé cette série, qui a par la suite créé d'autres séries comme Angel, Dollhouse, Firefly, et au cinéma qui a réalisé des films comme Avenger 2, Serenity, entre autres. La série compte 7 saisons de 144 épisodes qui ont été diffusés de 1997 à 2003. Riley à côté de moi va nous faire un petit pitch de la série. Riley, oui, comme le vrai. C'est le vrai, alors Buffy, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'une adolescente, bon, vous savez tous en fait, mais bon. C'est l'histoire d'une adolescente blonde américaine qui va au lycée et qui découvre qu'elle est la tueuse, c'est-à-dire l'élu des forces du bien pour éliminer les vampires et les démons. Et de cette idée de base volontairement cliché, un peu, dans les clichés classiques, Joss Whedon a choisi de retourner la situation en mettant la jeune fille blonde qui est d'habitude la victime en tant que cette fois c'est elle la chasseuse, la menace. Et donc Buffy va nous raconter l'histoire de cette jeune femme forte qui combat surtout ses propres démons intérieurs à travers ses différents ennemis pour franchir les difficiles étapes qui les séparent de l'âge adulte. Et en franchissant ces obstacles et ces épreuves, Buffy est de plus en plus forte pour affronter la vie, bien sûr. Un point casting. Qui joue dans cette série, Clément ? Alors, bonjour. Le casting, donc pour monsieur qui ne connaît pas la série, on va perdre un peu de temps. Alors, Buffy est jouée par Sarah Michelle Gellar, que tout le monde connaît. Non, pardon, j'arrête. Qu'on a pu voir dans Souviens-toi l'été dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui a marqué un été 98, l'été 98, je crois. Scream 2, bon, voilà. Sexe Attention, un peu moins connu mais tout aussi marquant. Oui, ouais. Et enfin Scooby-Doo, film Scooby-Doo, tout à fait. Voilà, et le 2 je crois qu'il est en plus. Une question du public ? Non, ça se Days aussi. Très bon film. Si. Avec The Rock. Ringer. Ouais. Ah, Obi-Wan. Oh putain, maintenant que t'es là, on a eu un petit peu peur. Ensuite, nous avons Willow qui est jouée par Alison, je sais mais voilà, Alison Hannigan. Merci. Willow qui est en fait la copine magicienne de Buffy. Donc elle aussi a sa particularité dans le sens où elle est magicienne et elle va s'affirmer en tant que telle. Là aussi on peut y voir beaucoup de sous-textes et ça va pas être facile au départ. Alison Hannigan qu'on a pu voir aussi dans How I Met Your Mother récemment. American Pie. Et oui, tu t'en rappelles. Et That 70 Show. Je crois qu'elle a un petit rôle, c'est pas un rôle récurrent dans c'est son meilleur rôle. That 70 Show qui est une série assez drôle. Bref, donc Willow est un soutien indéfectible pour Buffy. Parce qu'au lycée, tout le monde les trouve bizarres, elles sont un peu rejetées, avec leur ami Alex dit Sander. Putain, on n'a pas eu tout plus récent, moins récent. Bon bref, donc Sander, joué par Nicholas Brendon. Donc Sander, l'ami de ces dames et de ces messieurs. Il joue le rôle du sidekick, voilà, on rit avec lui parce qu'il détend l'atmosphère et surtout il est le côté réaliste de la série. Et enfin Giles, Anthony Stewart Head, qu'on embrasse. C'est le mentor de Buffy. Il représente l'archétype parfait de cette figure paternelle qui est le mentor, indispensable à toute quête du héros. J'ai été très très bon. Mais c'était bien. C'était un super casting, Clément, bravo. Donc on va attaquer tout de suite notre petite conférence. Nous allons donc vous parler de différentes personnifications du mal dans la série pour comprendre ensemble que les méchants de Buffy nous disent des choses sur l'adolescence,
le passage à l'âge adulte, les responsabilités, toutes ces choses qui sont des grands thèmes de la série. Donc moi je vais commencer et je vais vous parler de la recherche de normalité dans Buffy, qui est un des thèmes très importants. Et je vais vous parler de l'épisode Akamomie Girl, c'est elle, 4e épisode de la saison 2, et de cette méchante qui s'appelle Ampata. Alors c'est pas le meilleur épisode de la série, hein, c'est pas le méchant le plus emblématique non plus, mais vous allez voir que c'est très intéressant de voir, de mettre surtout en relation ce personnage avec celui de Buffy, qui va nous dire énormément de choses sur le passage à l'âge adulte, la recherche de normalité et les responsabilités aussi. Donc je vous pitch rapidement l'histoire. Il y a 500 ans, le peuple Inca choisit une magnifique jeune adolescente pour devenir sa princesse. Et il la sacrifie au dieu de la montagne, Sabankawa, et pour ça il l'enterre vivante. Et grâce à ça, le peuple va bien, il récolte sous bonne, tout ça, c'est bien. Les années 90, en Californie, la momie Inca est sortie de son sommeil par un jeune écervelé et se met à tuer des gens autour d'elle en les embrassant. Il faut savoir que dans Buffy, il y a toujours un sous-texte sexuel, parfois assez savoureux. Donc là, elle vide la vitalité des jeunes hommes autour d'elle en les embrassant et en les desséchant, comme on le voit. Et grâce à ça, elle garde une apparence humaine d'adolescente et elle n'est plus une vieille momie desséchée. Pendant ce temps, Buffy, jeune californienne de 17 ans, elle, donc comme vous a dit Riley, sa mission c'est de combattre des démons. Et elle a sa figure paternelle au-dessus d'elle, comme on peut le voir, interprétée par Giles, et qui, donc elle va à une soirée, et lui il veut pas, il lui interdit. Et sous prétexte qu'elle est l'élu, elle est the chosen one. Ce à quoi elle répond qu'elle voudrait être pour une fois l'oubliée, the overlooked one. Et donc tout de suite, on voit bien que Ampata et Buffy, le même combat, quoi. Elles sont vraiment ces personnages symétriques. Elles ont chacune une mission qu'elles aimeraient bien refuser, qu'elles aimeraient bien pas faire. Ampata être enterrée vivante pour sauver son peuple, Buffy combattre des démons pour aussi sauver les gens. Et Giles ne veut pas que Buffy aille à la soirée pour pas mettre en péril son identité secrète, son identité de héroïne, d'élu. Ce à quoi Buffy répond que le meilleur moyen de cacher cette identité, c'est d'y aller comme une adolescente normale. Donc on voit bien que ça c'est le tout début de l'épisode et on nous met en parallèle les deux concepts de responsabilité et de normalité et on nous les définit comme étant incompatibles. On ne peut pas avoir l'un et l'autre. Il faut choisir. Il faut aussi noter que Ampata est également accompagnée d'une figure paternelle, une espèce de garde du corps, qui passe son temps à lui dire qu'elle doit faire sa mission, et elle finit par le tuer d'ailleurs, parce qu'elle refuse sa mission. Et donc voilà, tout est fait pour nous montrer des ressemblances. Elles ont les missions, elles sont élues, jeunes filles, elles veulent une vie normale, la figure paternelle, voilà, c'est le même personnage. La grosse différence entre les deux personnages, et souvent dans Buffy, ce sont les méchants qui disent la vérité. Il faut être très attentif à ce que disent les méchants. C'est eux qui disent souvent des choses qui se vérifient. Et on pourrait même adopter la formule, la vérité sort de la bouche des méchants dans Buffy, et non pas des enfants. Parce que les enfants, eux, sont généralement adolescents et ont tort. Et donc, ce que nous dit cette méchante, you're always thinking of others before yourself. C'est la grosse différence qu'il y a entre Buffy et Ampata. Buffy pense aux autres avant elle. Et c'est pour ça que Buffy sacrifie au final sa vie d'adolescente normale au profit de sa mission de tueuse. Elle ne va pas finalement à la soirée comme il a de normal, elle va combattre les morts vivants et pour sauver les gens. Elle a ce sens du sacrifice que n'a pas Ampata. Ampata d'ailleurs passe son temps à répéter qu'elle veut une vie normale, une normal life. Donc on comprend très bien que la vie normale a des conséquences fâcheuses. Je vous rappelle que pour que Ampata ait une vie normale, elle doit tuer régulièrement des jeunes hommes. Et comme Buffy, qui si elle veut une vie normale, elle doit arrêter de tuer des vampires, et donc les vampires se nourrissent des habitants de Sunnydale. Ampata serait donc une Buffy qui aurait fait le mauvais choix, une Buffy qui refuse de sacrifier sa vie d'ado. Alors Ampata mourra de dessèchement parce qu'elle hésitera à tuer Xander, le meilleur ami de Buffy pour lequel elle avait quelques sentiments. Ça serait intéressant de parler de ça, mais on ne va pas avoir trop le temps. Xander est vraiment l'ancrage dans le réel de tous les personnages de Sunnydale, et c'est intéressant de voir que c'est ce personnage sans pouvoir qui représente la normalité qui est à l'origine du dessèchement de la momie qui refuse de le tuer. Donc que nous dit ce méchant de la série ? Il nous dit, comme beaucoup d'autres le diront par la suite,
que les anormaux, les déviants, les pas à la mode, les pas populaires, ce sont eux qui ont raison dans Buffy. Dans Buffy, ceux qui sont populaires, qui vont à des soirées, les pop-pom girls, les quarterbacks, tout ça, tous ces gens ont tort et se voilent la face, ne voient pas ce qui se passe la nuit dans les rues sombres de la ville. Et alors que les geeks puceaux mal habillés, comme on peut le constater, eh bien eux ils ont raison. Eux ils ont toujours raison, c'est eux qui combattent les forces du mal, et c'est eux qui sont au courant de ce qui se passe dans la vraie vie. Pour conclure, on pourrait dire que dans Buffy, le mal, c'est un peu d'être normal. C'est une série très ouverte d'esprit qui fait la promotion de nombreuses valeurs d'ouverture, de féminisme et plein de choses comme ça, et qui dit soyez vous-même, ne cherchez pas à vous fondre dans la masse, parce que c'est le meilleur moyen de louper ce qui se passe autour. Voilà pour mon méchant, je vais passer la parole à Clément. Clément, tu vas nous parler de Spike. Je vais balancer moi-même, mais je vais parler de Spike. J'ai pas hésité. Spike. David Fury, un des scénaristes de la série, définit Spike comme une anomalie, dans la mesure où il le considère il apparaît des fois plus humain que la plupart des humains. Nous allons voir comment. Parce qu'à la base, Spike était donc un vampire badass qui aime bien se battre, il adore ça. Il a un look punk d'ailleurs, un petit peu à la Sid Vicious ou Billy Idol pour les connaisseurs de punk rock. D'ailleurs, dans l'épisode 8 de la saison 7, Spike ira carrément jusqu'à dire qu'il y a un chanteur qui lui a piqué son look. Il manque pas de souffle, Spike. Alors, à la base, c'est un terrible méchant qui va lentement se métamorphoser. Lui aussi, comme les autres personnages de la série, va suivre un long chemin pour finir par se battre aux côtés de la tueuse, alors qu'à la base, ils étaient ennemis. Nous allons voir comment s'articule cette dichotomie. J'ai placé dichotomie. Bravo. D'abord, Spike nous est présenté d'emblée comme le nouveau méchant de la saison 3. Il va d'ailleurs être un redoutable adversaire. 2, pardon. On applaudit encore, non? Ça fait longtemps que j'ai pas vu. C'est faux. Mais si, c'est vrai, on regarde les épisodes pas dans l'ordre aussi avec le podcast. Enchaînons. Il va intégrer petit à petit le Scooby Gang. Alors le Scooby Gang, c'est le groupe de jeunes, voilà, qu'on a vu. Jeu de puceau. Les tueurs de vampires, c'est le Scooby Gang. Et c'est à ce moment-là, je trouve, que le personnage gagne en profondeur et qu'il devient un peu plus intéressant parce que le parcours qu'attend Spike est un parcours semé de contradictions. Il est tiraillé entre sa condition de vampire et le refuge que représente le Scooby Gang, et quelque part devenir humain, c'est quelque chose qui est difficile pour lui, parce que Spike reste une personnification du mal, et ce personnage donc éminemment maléfique va finir par je sais pas si on peut spoiler un peu ou pas C'est interdit, on a dit que c'est interdit. C'est interdit. Bref, il va faire preuve de courage, d'abnégation et d'empathie, alors qu'au début c'est un personnage entièrement centré sur lui, un peu comme Yann Solo au début de Star Wars, qui va petit à petit. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Star Wars? Je suis pas sûr. C'est un film science-fiction. Bref. Et voilà, donc à l'image de Yann Solo, lui aussi va finalement s'ouvrir au groupe, alors qu'à la base il était plutôt égoïste. Voilà, est-ce que on est bien ou je suis... On est nickel. On est très bien. Alors du coup, intéressons-nous un petit peu à sa relation avec Buffy. Ce qui est peut-être l'aspect le plus intéressant de Spike dans la série. Pour Spike, Buffy était à la base un adversaire, puis elle est devenue un fantasme, puis une amante, et finalement un amour impossible. Plus il se rapproche de Buffy, et plus il a l'impression de devenir meilleur. Du coup, c'est assez contradictoire. Il y a un lien très fort entre eux, à un moment donné dans la série. On s'aperçoit qu'ils se ressemblent en fait et qu'ils se complètent parce qu'ils sont tous les deux mal dans leur peau, parce qu'ils se cherchent. Donc il y a une relation on va dire destructrice entre les deux personnages. Et voilà, parce que malheureusement Spike est obsessionnellement Non, c'était bien. Ouais. Obsessionnellement amoureux de Buffy. Du coup forcément ça fait mal, ça brûle un peu. Voilà, donc une relation classique vue 1000 fois, mais qui marche ici vachement bien, et il y a surtout plusieurs niveaux de lecture. En conclusion, Spike est un vampire séducteur, bon, jusqu'ici rien de
Il y a une photo qui est incroyable. C'est la photo. Ah oui. Bien joué. Spike est un séducteur qui cache une âme fragile. Comme toi, Riley. Il est la méthode forte du bad boy que parfois les filles, souvent à l'adolescence, choisissent au détriment du gentil garçon, comme Angel ou Riley, justement. Ah, il y a des rires. Angel et Riley, qu'est-ce qui vous a fait marrer? Angel, gentil garçon. Oui, voilà, ça c'est un autre débat. Avant qu'il fasse du sexe. Parce que bien sûr, dès qu'un homme fait du sexe, il devient méchant. Voilà, c'est bien connu. Alors, parce que Spike représente l'interdit, la transgression, le mal, et il en faudra pas moins pour Buffy. Et il en faudra pas moins à Buffy pour aller vers lui, évidemment, histoire de compliquer un peu sa vie, histoire de se torturer un petit peu plus, parce que cette série, quand même fondamentalement pessimiste, pas sans espoir, mais plutôt voilà, assez pessimiste, nous apprend que le bonheur n'existe pas. Moi, c'est ce que j'ai compris. Moi, je vais vous parler de la. Alors, je sais pas si tout le monde a vu la série jusqu'au bout. Oui, presque. Il n'y aura pas de trop de spoilers. Pas de spoilers. Moi, je vais vous parler de la dernière saison de Buffy. Et donc, comme on l'a dit, la série Buffy raconte l'histoire d'une adolescente qui passe douloureusement à l'âge adulte. Bon, ça arrive. Et dans la saison 7, qui est donc la dernière saison de Buffy, Buffy est maintenant une adulte en fait. Et elle s'assume, elle a nombreuses épreuves qu'elle a traversées tout au long de la série, les sacrifices qu'elle a accomplis, elle est morte plusieurs fois, ont définitivement forgé notre héroïne. Elle s'assume, elle sait ce qu'elle doit faire. Sauf qu'être adulte, c'est nul. C'est finalement encore plus dur qu'être adolescent. Et tout au long de cette saison 7, Joss Whedon, donc le créateur de la série, et les scénaristes vont prendre un malin plaisir à faire souffrir les héros encore plus qu'auparavant. Donc à chaque saison, Buffy affronte un big bad, donc c'est un grand méchant qui tient sur toute la saison, et dans le dernier épisode il affronte. Et donc Joss Whedon a gardé le pire pour la fin. Le pire c'est un peu ça, il s'appelle The First, ou La Force en version française, et c'est tout simplement la source du mal original, plus ancienne que les démons, un truc incroyable, on n'a pas vu ça depuis une citation de la série, j'ai oublié. Bon. En tout cas, c'est le plus fort ennemi que Buffy ait jamais eu à affronter. Et paradoxalement, ce The First, cet ennemi, il n'a pas d'incarnation tangible. On peut pas là, c'est pour faire peur, mais c'est pas sa vraie apparence. Et il peut prendre l'apparence de toutes les personnes qui sont décédées. Donc, il va s'amuser tout au long de la saison à prendre l'apparence de personnages morts dans la série pour manipuler les personnages. Et bon, il est génial, sauf que le problème, c'est que dans Buffy, c'est quand même une série d'action, et que c'était assez inenvisageable de finir la série sans un combat quand même, sans plusieurs combats. Et c'est là que les scénaristes ont eu l'idée de créer Caleb, qui est incarné par Nathan Fillion. Voilà. Nathan Fillion qu'on a vu dans Castle récemment et dans Firefly, bien sûr. Nathan Fillion, c'est le bras droit de la Force. C'est un être humain, mais la Force peut s'incarner en lui et donc affronter Buffy comme il se doit. Et donc, bien qu'il n'apparaisse que dans 5 épisodes, donc c'est vraiment le dernier ennemi que Buffy affronte. Il apparaît dans les 5 derniers épisodes de la série. Il est emblématique de l'univers Buffy et même de tout le Whedonverse, comme certains s'amusent à le dire. Et moi, je voulais donc. Voilà. La première apparition de Caleb, c'est dans l'épisode 18 de la saison 7 qui s'appelle Dirty Girl. L'armée des ombres en VF, une traduction incroyable. Alors je vais vous parler un tout petit peu de cet épisode. Ça commence en fait avec la jeune femme qui est à gauche, qui est une potentielle. Dans cette saison 7, il y a une des intrigues principales, c'est qu'il y a des tueuses potentielles qui arrivent, et Buffy doit les entraîner et s'occuper d'elles pour les préparer au combat contre The First. Et donc cet épisode commence par une potentielle qui est poursuivie dans la forêt par les sbires de la Force, et elle est sauvée par Caleb, qui est un prêtre au visage d'ange et qui est super gentil avec elle, qui veut la sauver, quoi. Et c'est tout au long de cette scène, qui est une conversation dans une voiture de nuit, qui est très film d'horreur en plus, qui est très longue. Tout au long de la scène, il y a des petits indices qui montrent que Caleb est quand même très bizarre, et à un moment ça bascule complètement quand il se met à être vulgaire et il la traite de pute, je crois. Ouh, pas bien. Ouais, je vais mettre ça. Et voilà, il fait donc sale, il dit qu'elle est dirty, donc sale en français. Et il fait clairement référence à la pureté, au sexe, et en accusant Satan d'être en elle. Il se passait pour un prêtre fou. Et la scène finit par il la poignarde,
en lui disant que en fait c'était une blague son histoire de Satan et que Satan c'est un rigolo à côté de The First et de lui. Et donc Caleb n'est pas un prêtre, c'est juste un costume, une apparence humaine, rassurante, qui n'est pas choisie au hasard, on va voir ça. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir, c'est que Caleb c'est un être humain, prêtre, et qui du coup totalement à l'opposé, en tout cas dans l'image d'un méchant. Il représente tout ce que Buffy déteste et ce que, par extrapolation, déteste Joss Whedon. Il porte un regard misogyne sur les femmes, il considère que la femme est inférieure à l'homme, et il le rappelle très bien dans cette scène. Pour lui, les tueuses et les femmes sont indésirables. Mauvaises, sales, elles ne peuvent pas être les héroïnes des personnages auxquels on peut s'identifier. Et qui sont en total désaccord avec ce que veut nous dire Joss Whedon depuis la saison 1. Et de la même façon, le look de prêtre, ça renvoie évidemment à la religion et aux valeurs qui ont pendant longtemps placé les femmes sous tutelle d'une figure masculine. Et affronter et vaincre cet ennemi donc permet à Buffy et aux femmes de se libérer de cette étreinte. Et ce sont des croyances et des valeurs que Joss Whedon souhaite transmettre dans la série. Donc on l'a dit, elle a le pouvoir femme, la féminité, l'acceptation de soi et être accepté par les autres. Et c'est des valeurs pour Joss Whedon qu'il faut défendre en tant qu'adulte. Et être adulte aussi, c'est un devoir de transmission. Comme je disais, il y a des potentiels. Et Buffy, dans cette saison, elle agit comme une adulte, elle doit s'occuper d'elle. Et c'est un des messages fondamentaux de cette saison et de la série, c'est que être adulte, c'est aussi transmettre son savoir. Donc quand Caleb, quand Caleb, donc The First, tue des potentiels, ça représente à la fois des victimes de la guerre qui traînent sur 22 épisodes, mais c'est aussi des erreurs, ça symbolise aussi des erreurs de transmission, des fautes et des mauvais choix que Buffy a pu commettre en tant qu'adulte. Et être adulte, c'est aussi ça, faire des erreurs pour atteindre une certaine forme de sagesse. Donc à travers The First, et donc par extension Caleb, un humain volontairement déguisé en prêtre, Whedon appuie définitivement ses convictions et les valeurs qu'il défend, et qu'il donne à la vie d'adulte, ce qui est être un adulte. Et le véritable ennemi finalement de cette saison, ce serait finalement la vie elle-même, la vie d'adulte qu'il faut affronter ça dure qu'une saison, mais en fait c'est vrai pour toute la vie. C'est une vision plutôt pessimiste, contrairement à ce qu'on croit. Buffy n'est pas du tout une série légère, et c'est même très triste à la fin. Moi je vous spoil pas la fin. Et je terminerai par une citation de l'épisode 522, donc c'est le dernier épisode de la saison 5, qui s'appelle The Gift, et Buffy dit « The hardest thing in this world is to live in it ». Donc la chose la plus dure dans ce monde, c'est d'y vivre. Ce qui est assez révélateur de ce que défend Joss Whedon et de sa philosophie. Donc oui, parce que comme Riley vient de le dire, c'est une série pessimiste, une série qui dit la vérité. Là je suis en conclusion. Donc c'est parce que le côté sombre dans Buffy finit toujours par refaire surface. C'est une des recettes de la série qui est de refuser en permanence le bonheur aux personnages qui pourraient mériter du bonheur au vu des sacrifices qu'ils font, mais on leur refuse en permanence ce bonheur. On empêche un couple qui est heureux de se marier, on fait mourir l'amour d'un des personnages pile au moment d'une réconciliation, on oblige l'héroïne à se sacrifier de nombreuses fois, des choses comme ça. Et donc on peut se demander si finalement ce ne serait pas Joss Whedon le vrai vilain de la série, qui prend un malin plaisir, c'est un peu comme ça qu'il est connu, qu'il est célèbre, entre guillemets. Il est connu pour sacrifier régulièrement des personnages importants de ses œuvres. Et on sait en plus qu'à l'époque de la diffusion de la série, il passait son temps sur les forums de fans, à voir ce que les fans pensaient de ses personnages et pensaient de sa série. Et il prenait un malin plaisir à faire le contre-pied, un personnage qui était mal aimé, il s'amusait à le mettre en avant. Et à l'inverse, un personnage qui pouvait être apprécié des fans, il pouvait le faire disparaître de manière assez violente. Et une de ses citations célèbres, pour résumer ses motivations en tant qu'auteur, c'est cette phrase qui est de lui, où il dit « Don't give people what they want, give them what they need ». Ne pas donner aux gens ce qu'ils veulent, mais leur donner ce dont ils ont besoin. Et donc ça veut dire aussi leur donner des choses mauvaises, leur faire mal, mais nécessaires pour avoir une série, selon lui, de qualité et intéressante. Voilà, nous avons terminé. Et donc nous sommes ouverts on a un quart d'heure pour des questions, même 20 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tous ensemble. Hein. Oui.
peut-être tourner là. Le méchant dans Buffy ce serait Joss Whedon, mais il me semble que le message qu'il essaie de faire passer à la fin du premier épisode de la saison 7, c'est que le méchant de Buffy, c'est Buffy. Parce qu'à la toute fin, il y a Spike qui est à moitié flou dans les sous-sols du lycée, et on reprend tous les méchants des saisons à rebours. Donc on commence avec Warren et on finit par le maître, et après le maître, il y a Buffy qui apparaît, donc la force qui prend l'apparence de Buffy, et qui dit au final, c'est pas une question de bien, c'est pas une question de mal, c'est une question de pouvoir. Mais donc le dernier ennemi qu'on voit au final, c'est Buffy. Ben, si, c'est un peu ça, parce que de devenir adulte, c'est se battre contre soi-même, de laisser. C'est une grosse thématique de cette 7e saison, c'est d'oublier sa jeunesse. Le personnage de Dawn est très important dans cette saison-là, puisqu'il a un véritable écho du personnage de Buffy dans les premières saisons, et c'est le fait d'oublier cette jeunesse et de devenir une mère, une adulte, et de combattre son adolescence, l'adolescente qui vit en elle, pour apprendre les responsabilités et comme tu dis, avoir le pouvoir, et le pouvoir, la grande phrase, un pouvoir implique des responsabilités, et avoir du pouvoir sur des jeunes, sur sa sœur ou sur des futurs enfants éventuellement, c'est donc des responsabilités, c'est les guider, et c'est un peu tout ça. Si on a de l'influence sur des gens, il faut aussi en être conscient et pas les influencer mal. Mais plutôt moi je le voyais plutôt dans le sens effectivement combattre l'adolescente, parce que pendant toute la saison il y a cette tentation de laisser couler quoi. Enfin, oui, c'est pour ça qu'elle sourit. Oui. Elle se retrouve avec la responsabilité de toutes les potentiels qui débarquent au fur et à mesure pendant toute la saison. Et elle se retrouve obligée de prendre cette responsabilité. En même temps, il y a Giles qui débarque. Elle a choisi jamais. De le laisser dans la saison 6, beaucoup, elle veut le laisser gérer tout et il la force à se gérer elle-même. Enfin, c'est ça qu'elle combat plus que les méchants. Avant de finalement accepter et de prendre ses responsabilités. Elle est dépressive en saison 6. Enfin, elle lutte contre la dépression, et en fait, là, c'est un des derniers plans de la série. Là, on est vraiment dans le cœur du final de la série. Donc, je crois qu'elle sourit pas, en plus, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure sur le sein, et elle ne sourit pas pendant 2 saisons jusqu'à ce plan. C'est une série de comédie. D'autres questions peut-être? Oui. Ouais, moi je connais l'auteur juste par Firefly, hein. Je dois être l'exception ici, j'ai jamais vu la série. Non, vous êtes 2. Ça existe. Pourquoi je devrais la voir? Voilà. C'est un petit peu. C'est la première instant. On fait un podcast pour ça, en fait, pour toi. Écoute notre podcast. Non, mais déjà, parce que c'est vrai que le réalisateur. Enfin, moi j'adore Firefly, c'est vrai que. Ouais, mais tu trouveras ton compte dans Buffy alors. Je trouve un peu les mêmes codes. Tu comprends, ouais, Firefly, tu vois qu'il a mélangé 2 univers, la SF et le western, et ben là c'est aussi un mélange. C'est comme ça qu'il a réussi à accrocher les gens avec cette première saison. Il a mélangé donc le fantastique, les codes de l'horreur, il a repris tous les monstres classiques du loup-garou à la sorcière, au Frankenstein, tout ça, mais mélangé dans un univers adolescent, naïf. Donc on est en Californie, je ne sais pas si on l'a précisé, des jeunes un peu insouciants, tout ça. Et donc c'est ce mélange qui fonctionne, et c'est surtout, c'est une série qui a beaucoup marché, c'était une des premières séries qui s'adressait aux geeks, comme je l'expliquais. C'est une série pleine de références où les héros, l'héroïne entre guillemets, l'héroïne en fait, a conscience d'être une héroïne et a conscience de ce que ça implique et joue avec tous ces codes du super-héros, des comics, des choses qu'on maintenant on connaît très bien, mais qui étaient à l'époque n'étaient pas très populaires à la télévision en tout cas. Et donc c'est ce mélange, enfin il y a énormément de choses dans Buffy et je pense qu'on peut y trouver son compte. Il y a de l'horreur, il y a du drama, de la romance, de l'humour, énormément d'humour et de l'action. Je pense que tout y est quoi. D'autres questions? Le background de Giles. Oui, on aurait pu utiliser ce personnage aussi pour parler du côté obscur qui existe en fait dans tous les personnages. Tous ces personnages ont un côté sombre.
dans cette série, puisque comme on le dit, c'est une série pessimiste où le mal, il faut faire avec, il faut le combattre, il ne faut pas l'ignorer. Mais oui, Giles a un énorme côté sombre Qui cache. et surtout il est en rédemption permanente en fait. Ce côté papa ou grand frère ou protecteur lui sert à se racheter des erreurs qu'il a fait dans sa jeunesse. L'épisode de la saison 2 Dark Age l'explique très clairement. Je sais pas si c'était par là que tu voulais m'emmener. Donc, par extension, on peut parler d'Ethan. Alors c'est le méchant préféré de Riley, je vais le laisser parler. Ethan, c'est le vieux pote de Giles avec qui il faisait de la magie noire quand ils étaient adolescents. Et évidemment, ce Ethan arrive à Sunnydale et essaye de ramener Giles et de tenter à nouveau pour faire des trucs pas bien. Et donc en fait, c'est une sorte de double diabolique de Giles. En quelque sorte, mais il est un peu ridicule parfois. Souvent. Vous parlez de la figure paternelle de Giles par rapport à Buffy, mais on oublie que c'est aussi... Buffy, c'est sa fille parce qu'il n'a pas l'obligation. Et il y a sa fille de cœur, c'est un peu Willow quand même, qui il apprend la magie, qui surveille, il a énormément de tendresse entre les deux. C'est un peu le papa de tout le monde en fait. Du groupe, Mais clairement, surtout que les figures paternelles de tous les personnages ont été volontairement exclus petit à petit. Le père de Buffy, on l'a vu que très très peu, on le voit sur 2 épisodes je crois. Plus un 3e en saison 6. Mais oui, ces personnages masculins qui pourraient servir de figure paternelle ont été exclus exprès pour laisser la place à Giles qui, malgré aucun lien de parenté, joue ce rôle. C'est aussi, ça ramène pareil ces valeurs d'ouverture. Ce ne sont pas les liens du sang qui définissent l'amitié ou la famille. On parle d'un épisode dans le podcast, on a parlé de l'épisode Family, qui est très représentatif de ça, sur le personnage de Tara qui intègre la famille du Scooby Gang, et c'est très clair là-dessus. C'est un épisode qu'il faut voir, écrit et réalisé par Joss Whedon, qui explique clairement que la famille, ça n'a rien à voir avec la vraie famille, au sens propre. Ça n'a rien à voir avec le sang, ça a à voir avec beaucoup d'autres choses, et des liens plus forts que les liens du sang. Pour revenir à The Force, donc c'est le méchant de la première saison de Big Bad. Il me semble qu'il est fait référence à The First dans une des toutes premières saisons, c'est ça? En fait, dans la saison 3. J'ai mis. C'est ça, ouais. Ça c'est la saison 3 en fait. Épisode Amand. En fait, il y a cette scène, on ne sait pas pourquoi, ça reste un mystère un peu toute la série, et c'est là que Joss Whedon savait déjà ce que c'était en saison 3. Et il a eu la chance d'aller jusqu'au bout de sa série, donc il l'a pu placer. Oui, alors vous avez développé l'idée de Buffy comme série sur le passage à l'âge adulte et la prise de responsabilité. Du coup, j'aurais été assez curieux d'entendre votre analyse du personnage de Face en fait. Beaucoup de personnages fonctionnent par couple en fait, par miroir. C'est ce que j'expliquais avec Ampata et Buffy. Giles et Ethan fonctionnent aussi comme ça. Angel, Spike et donc oui, Buffy et Face sont aussi 2 points communs, énormément de points communs, pardon. Et Face, donc c'est aussi une tueuse qui aurait fait le mauvais choix à plusieurs reprises. En saison 2 et en saison 3, on montre à Buffy, au moment où elle a intégré ses pouvoirs et ses capacités de tueuse, on lui montre un chemin qu'elle pourrait emprunter, où elle pourrait abuser de ses pouvoirs. Elle ne le fait jamais grâce à son entourage, grâce à ses amis, grâce à Giles, grâce à sa mère. Et on comprend donc aisément que Face, qui perd très vite son observateur, et qui n'est pas entouré d'amis et de famille, choisissent le mauvais chemin et trouvent une mauvaise figure paternelle dans le maire pour l'aider. Et en fait, c'est une histoire de... Ces deux personnages, à la base, sont les mêmes, et c'est l'entourage qui définit après leur chemin. Finalement,
Puis finalement, Faith reprend le droit chemin puisqu'elle passe du côté des gentils, en tout cas, cette saison 7. Justement, dans la 7, il y a un moment donné où les jeunes filles qui représentent potentiellement adultes, les jeunes filles choisissent Faith plutôt que Buffy. Là, ça vous a fait, en fait, Buffy est remise en cause en tant que leader. Là, il y a tout ce qui est la notion d'être chef, de diriger un groupe et de transmettre, qui est remis en question vers la fin de la série. Parce qu'elle fait une erreur, justement. Parce qu'elle fait une erreur en affrontant Caleb, justement, dans cet épisode de Dirty Girl, où elle y va comme d'habitude, on fonce et on pète la gueule au démon, sauf que là, il est beaucoup plus fort qu'eux et il massacre une partie des potentiels. Il fait même très mal à un des personnages principaux. Voilà. Vous seriez d'accord pour dire, du coup, il y a aussi cette tentation chez les jeunes de choisir le leader sympa, cool, Faith, et finalement assez responsable, et de rejeter celui qui est plus désagréable et c'est ça, ouais, la vie c'est pas cool quoi. Ouais. C'est cool, mais Soken c'est très cool, mais des fois c'est chiant quand même. Oui. En parlant de méchants assez charismatiques, j'ai trouvé ça surprenant pour la saison 1 et la saison 2 que suite à la mort du maître, son héritier disparaisse aussi rapidement. Parce que c'était une mauvaise idée, non? Et puis que Joss Whedon, en fait, il joue tout le temps avec les codes et de faire. Parce qu'après le maître il choisit un élu qui s'appelle le Juste des Justes, qui est un enfant. Qui est assez pareil, l'enfant démon, c'est assez cliché dans les films de genre La Malédiction par exemple, je sais pas si vous avez vu le film. Et là, en faisant intervenir Spike et Drusilla, qui sont des vampires rebelles qu'on n'a jamais vu, en tout cas, une figure un peu vampire punk, puis amoureux surtout, décadent et fou amoureux comme des Bonnie and Clyde fantastiques, qui tuent dès qu'ils arrivent. Cet élu qui est annoncé comme le futur grand méchant est totalement classique, c'est remettre en question les codes du fantastique et prendre des directions qui n'ont jamais été montrées dans aucune œuvre auparavant. Ça serait volontaire. Il y a aussi surtout une explication beaucoup plus terre à terre, qui est que l'enfant grandissait et changeait physiquement, et c'était incompatible avec le scénario qui voulait que ce soit un vampire et qu'il soit mort. Et c'est pour ça qu'ils ont été obligés de le faire disparaître de la série, tout simplement. Mais très bonne explication. C'est moins bien. C'est moins bien. C'est ça le personnage de Spike aussi. Et voilà, non mais ce personnage de Spike qui n'était pas censé durer, ce personnage de Spike n'était pas censé durer à la base, mais était censé juste remplacer le Juste des Justes pour cette histoire de d'âge, et il devait lui aussi se faire remplacer par Angel assez rapidement. Finalement, va rester, puisqu'il y a, comme l'a dit Clément, il y a énormément de profondeur dans ce personnage, et l'acteur joue très bien, et c'est un personnage qui a beaucoup plu aux fans. Donc c'est pour ça qu'il est resté et qu'il a énormément évolué au fil de la scène. On va être obligé d'arrêter, je suis désolé. Mais par contre, on a un stand à Métropolis, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis si vous voulez poursuivre cette analyse de Buffy, on a un podcast. Le site c'est pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com. Et il y a des flyers. Merci en tout cas d'être venu, merci beaucoup. Merci.